À Chicago, bien. OK, OK, OK. Allez, ça va. Je suis prêt. Allez. J'ai pas mis le son, je crois. Ah, je sais pas. Ah, je l'entends pas. Attends un peu. OK. Je me sors de mon PC. Cool. Tu m'as énervé, ça. Et salut à tous, je vous l'avais promis, ça y est, j'ai changé le générique d'entrée, merci, merci. Et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est définitivement changé, je suis fort heureux d'avoir enfin pris le temps de changer ça, ça m'a pris 3 minutes, manifestement je n'avais pas 3 minutes depuis 1 an et demi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau MLR Show épisode 7. 7 comme bien le nombre de semaines depuis le début de cette saison 2025 de MLR, une saison totalement folle, une saison avec beaucoup de cartes rebattues, avec beaucoup d'essais gags, beaucoup de choses assez marrantes à voir, et puis une saison où il y a beaucoup de choses à dire, et il y en a encore énormément ce soir du côté de ce MLR Show. J'ai perdu Adrien Abadi ce soir, mais il y a le roi de la chim, comme il le dit lui-même. Pierre Amiche est avec moi. Hello Pierrot, comment ça va? Salut Rémi, salut à tous. On va dire que j'ai avantageusement remplacé ce vilain Adrien Abadi, quoi. Voilà. C'est vrai que tu es beaucoup plus beau. Non, mais je suis beaucoup plus compétent. Par contre, il est nettement plus beau que moi, et ça, je le reconnais aisément. Et ça tombe bien, puisqu'on fait de la télé, donc
Ah bon? Merde, putain. Oui. Tu remplaceras ton œil de verre, hein, s'il te plaît. Ouais, j'ai un œil qui déconne. Ouais, c'est comme ça. C'est pas Comment ça bien va? grave, hein, tu sais. Écoute, ça va super. Je me suis replongé avec bonheur et délectation dans ce rugby américain, le futur championnat de Romain Ntamak, qui a fait un joli appel du pied à la MLR. Donc, c'est le genre de petite prise de parole et de public qui met la lumière sur un championnat qui est quand même de plus en plus cool. Donc, tant mieux. Oui, il est très très cool, on est bien d'accord. Et vous le voyez, il y a eu un programme vraiment très sympa cette semaine. On va très vite se plonger dans cette 7e semaine, bien évidemment. Regardez le programme: Los Angeles All Glory, NOLA, Chicago, Houston, San Diego, Seattle Anthem, Utah, New England. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait un duel entre deux leaders, Houston, San Diego. Il y avait le match entre une équipe en perdition et une équipe qui marche sur l'eau, NOLA, Chicago. Un petit peu la même chose d'ailleurs entre Utah et New England. Et puis il y avait le match des lanternes rouges avec Seattle Anthem. C'est le premier match que l'on va aller voir. Seattle dernier à l'est, dernier à l'ouest, Anthem dernier à l'est. Anthem qui reste sur une défaite 45-46 hyper frustrante après la sirène face à Houston, qui se déplace donc à Seattle, je le disais. C'est un des matchs qui était hyper intéressant à suivre, que Adrien Abadi, dans le championnat des pronostics, avait mis pour Anthem. Alors, plus pour la déconnade qu'autre chose, mais par contre, il a son pari d'ailleurs. Je ne sais pas si, tiens, tu as fait attention au pari d'Adrien Abadi de la semaine dernière, mon cher Pierrot. Je me rappelle plus trop, non. Enfin, je les ai lus, mais je me rappelle plus ce sur Alors, quoi tu veux. Anthem jouait Seattle ce week-end et joue NOLA le week-end prochain. Ils ont 5 points. Il avait dit ils auront 10 points à l'issue de ces 2 prochaines journées. Bah, Donc on va franchement, aller c'est voir tout possible. de suite ce qu'ils ont fait à Seattle. C'est parti. Allez, Seattle Anthem pour le premier match. On va avoir des choses à dire et pas que sur le terrain, parce que ils sont passés beaucoup de choses. Je vais lancer quand même. C'est bien quand on met play, c'est mieux, paraît-il. Regardez ça, commencer 6e minute. JP Smith qui sort un ballon, qui va trouver Divan Rousseau, qui vient aller percer la défense d'Anthem. Premier essai déjà, ça commence très bien pour les Seawolves. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, on le voit pas, on n'a pas les images malheureusement, mais en fait, sur le dernier ruck, il y a un en avant du côté de Seattle, et du coup, essai qui est refusé. Seattle qui va prendre un jaune dans la foulée, et c'est Anthem qui va même marquer les premiers points de ce match. Il faut attendre la 24e minute, ça prend énormément de temps, c'est une longue séquence, et malgré une grosse défense de Seattle, c'est Mahafou qui vient marquer. Seattle en difficulté, vous voyez, on est à la 40e, il faut attendre la 40e minute pour les premiers points de Seattle qui marquent par la botte de Yona. Mais ils sont lancés et dès le retour des vestiaires, ou plutôt 10 minutes après le retour des vestiaires, ils marquent leur premier essai avec la réalisation en coin de Tony Poulou. Ils sont lancés et ils vont même accélérer nettement. Petit coup de pied de Yona qui va suivre après ce rebond. C'est Divan Rousseau, on l'a déjà vu en première période. On le revoit à l'heure de jeu. Cette fois, il n'y a pas eu d'en avant au préalable, donc ça fait essai. Et puis Seattle va continuer d'aller enfoncer cette équipe d'Anthem. On est juste 5 minutes après, hein, vous le voyez, 15-10. Seattle est enfin devant et va faire jouer au large après avoir fait mal à la défense. Et c'est encore Divan Rousseau qui va s'offrir un magnifique doublé avec cette très belle percée. Anthem est en grande difficulté. Anthem fait des fautes, ne marque plus du tout. Et Seattle va aller terminer le travail. 73e. Ça va encore une fois aller au large. Et la passe sur un pas de Divan Rousseau pour Malakai Esdale. C'était pas fait, mais il va aller inscrire l'essai du bonus offensif. Et donc, succès 25-17 de Seattle, parce qu'il y a eu un dernier essai. Et on va revenir dessus dans quelques instants, cet essai de Turnbull pour Anthem. Voilà, très rapidement, on a quand même eu un double visage de Seattle, mon cher Pierrot, qui est mené toute une première période, qui a fini par accélérer et par faire craquer Anthem. 25-17. Bon, il y a le bonus offensif, mais c'était vraiment le minimum. Ouais, et puis Seattle, ils se sont fait peur, comme beaucoup d'équipes en fait face à Anthem, parce que autant l'année dernière, ils prenaient branlée sur branlée, autant cette année, ils ne se sont pas largués du tout. Je trouve même que le résultat, il est flatteur Oui, pour les Seawolves, parce que ils ont été dominés dans la possession, dans l'occupation par Anthem. On est quasiment à 60-40 en faveur de Anthem, donc c'est quand même
c'est énorme, surtout en MLR qui utilise beaucoup le pied. Donc, tu vois, on est quasiment à 600 mètres juste tapés au pied par Seattle et 500 par, par Anthem. Donc ça veut dire quand même que pour avoir 60% de possession avec autant de coups de pied, c'est que l'écart, il est encore plus énorme dans le jeu. Et, euh, et je trouve que finalement, Anthem, il travaille bien, quoi. Et c'est dommage parce que tu me parles de Seattle et c'est vrai que sur le papier, ils ont quand même des joueurs qui devraient leur permettre d'être un peu au-dessus. Il y avait Dan Krill qui faisait quasiment son retour, Tony Poulou, Rodiona, Divan Rousseau, tu vois, fait partie de la diaspora namibienne de ce championnat, mais qui est un très bon joueur. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe pas très bien et je ne saurais pas l'expliquer. C'est quand même une équipe l'année dernière, avait fait des performances folles et cette année, j'ai l'impression que ça marche pas et c'est bizarre de dire ça d'une équipe qui vient de gagner un match, mais vraiment, si Anthem avait renversé, Seattle, je serais pas tombé de l'armoire. Donc voilà, sur ce match précis, c'est la logique de les voir gagner, Seattle, mais je pensais qu'ils avaient plus de marge que ça et finalement pas du tout. Donc voilà, il y a eu la défaite encourageante, mais là c'est la victoire inquiétante. C'est vrai que ça commence. Alors, heureusement, ils mettent fin à une série de 3 défaites de rang quand même, Ouais. les gars de Seattle. Donc, c'est vrai que ça va faire du bien. On verra au niveau du classement plus tard. Tu fais quand même une victoire à 5 points, tu l'as dit. Et du côté d'Anthem, bah voilà, manifestement, on attendra encore au moins une semaine pour la première victoire. Et donc, vous l'avez vu, 25-17, il n'y a même pas de bonus défensif pour Charlotte. Ça veut dire que Adrien Abadi, cette équipe d'Anthem est à 5 points. Ça veut dire que la semaine prochaine face à Nola, il faut une victoire bonifiée. Bon, Mais franchement, bon, on y reviendra, mais c'est pas pourquoi impossible. pas? C'est pas Pourquoi pas? impossible. Ouais. Matnock se Et frotte pour les te mains dans dire, le chat. Hein. pour te dire à quel point Anthem a fait un match solide, consistant, ils ont quand même 2 joueurs dans le 15 de la semaine C'est qui est vrai. décerné par la MLR sur son site. Bon, il y en a un, c'est Eric Storti, et c'est pas commercial, mais c'est aussi un bon moyen de dire le numéro 1 de la draft est très performant et tout ça. Mais le deuxième, c'est Toby Fricker qui est l'ailier d'Anthem. Euh, je pense que les deux ont pas mal utilisé le jeu au pied, mais c'est surtout que ils ont eu des ballons hein, et c'est pas très bon signe pour les avants de Seattle quand l'équipe la plus faible en face a autant de ballons, ça veut dire que tu es dominé sur les phases de conquête. Et peut-être un petit mot de Divan Rousseau quand même. Bien sûr. Je sais que le salut de tous les joueurs ne passe pas forcément par l'Europe. Hein. C'est une connerie de dire qu'il faut qu'il vienne en Europe pour briller. C'est pas vrai. Mais Divan Rousseau, c'est typiquement le genre de joueur que je me demande ce qu'il donnerait en Europe. Quoi. Parce qu'il est passé par le Super Rugby, l'antichambre du Super Rugby avec les Lions. Il a joué un petit peu aux Bulls, même s'il a très peu joué au final. En 3 ans, il a dû faire 4 feuilles. Mais c'est surtout un gars qui a vraiment du talent, quoi. Donc, je suis surpris de le voir rebondir parce qu'il n'est pas spécialement très vieux, il a 29 ans, de le voir rebondir aussi loin, alors que bon, c'est quand même un joueur proté. Et en plus, il a connu un truc horrible. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est lui qui s'était fait une fracture. Je ne sais plus si c'était le Roumalan ou lui qui s'était fait une fracture horrible lors de la Coupe du Monde 2023 et avec la cheville cassée en deux. Et je crois Donc, que c'est Rousseau. Hein. Il me semble que c'est Rousseau. ouais, je sais plus si c'est lui Pas ou. sûr, sûr. On va aller vérifier. On va aller vérifier ça. Je vais vérifier immédiatement. Je rebondis sur ce que tu disais sur Toby Fricker, hein, l'ailier d'Anthem qui est dans le 15, qui est aux côtés de Storti, hein, parce que sur le 15 de la semaine, on a toujours le 12 qui est interverti avec le deuxième centre, hein, évidemment, avec l'ailier, pardon. Donc on a toujours ces problèmes de placement dans les 15. Ah oui, de c'est la- le visuel. Oui, sur- oui, non, Toby Fricker, il est ailier droit. Ouais. Ouais, il est ailier. Il est ailier, mais il a échangé sa place avec Billy Mix de Los Angeles. On va le voir d'ailleurs, Billy Mix. Alors je voulais en revenir donc à cet essai de Turnbull, le joueur d'Anthem. C'est en toute fin de match. Regardez, c'est à la 77e minute. Là aussi, je vais lancer. C'est mieux. Vous allez voir, ils sont en train de pousser, évidemment. On est à 14 contre 14. En plus, il y a quelques espaces. Voilà, il y a un ballon très proche de l'embut. Puis finalement, l'arbitre, il siffle. Bon, on comprend rien. Hein. Très franchement, on n'a rien vu. On se rend compte de rien. En plus, les mecs d'Anthem,
ils fêtent même pas. Donc on demande la vidéo et sur la vidéo, regardez, on voit bien que Turnbull place les bras. Mais le truc qu'il faut regarder, c'est pas la ligne blanche, c'est la ligne jaune avec leur stade pourri. C'est incroyable. Ouais, mais parce que Seattle, ça reste un des derniers stades horribles. Enfin, vraiment. Ah ouais, visuellement, c'est moche. C'est très dur parce qu'il y a les lignes spécifiques à la MLR. Parce bon, pour les habitués qui nous regardent, vous connaissez cette fameuse zone de marque où si vous aplatissez, vous marquez 7 points. Donc il y a des lignes en plus. Il y a cette ligne jaune qui est censée être les lignes de bord terrain, mais pas partout. Et il y a des endroits du terrain où il n'y a pas les lignes. C'est-à-dire que par exemple, la ligne des 40 n'existe pas. C'est des trucs comme ça où visuellement, c'est vraiment un des derniers stades très durs à suivre. Il y avait eu Dallas, il y avait eu, je sais plus lequel, un deuxième stade. New England, il y a le lacrosse. Ouais. Et donc, ça crée des trucs, mais c'est dur. Enfin voilà, c'est un peu plus dur que ailleurs. Ouais, c'est vraiment pas facile, je suis d'accord. Mais bon, a priori, les joueurs s'en sortent. Enfin, s'en sortent. Les joueurs font avec. Après, sur le terrain, ça doit être plus facile à voir, mais dans le feu de l'action. Pas sûr, rappelle-toi quand on avait eu Nicolas Godignon, vous avez dit franchement, c'est trop chaud. Il y a des fois, c'est vrai. C'est dur. Ouais, bon, il n'est pas sur le terrain, il est à côté, mais tu te doutes bien que c'est pas très confortable. Surtout que nous, on a toujours grandi avec les lignes pointillées, lignes continues et couloir des 5, les 15, les 40. Enfin, tu vois, c'est très logique. Voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon, mis à part cette petite coquetterie visuelle, les terrains sont quand même dans l'ensemble hyper beaux. Je veux dire, et ça va mieux. Ça s'améliore grandement. On tire encore une fois le coup de chapeau à Houston, hein. Les Sabercats, ils ont leur propre stade, ils l'ont construit. Il est très joli, il est adapté à un public qui regarde avant tout du basket ou du foot US, évidemment. Mais ils font plutôt le travail. Et maintenant qui nous dit déjà que les joueurs comprennent pas les règles, alors si en plus tu rajoutes des lignes invisibles. C'est vrai que moi je suis à Seattle au moment de cette fin de match là sur cette action. Moi je défends ma ligne blanche, hein. Je défends pas sur ma ligne jaune. Oui, mais parce que c'est pas une ligne jaune, ça n'existe pas ailleurs. Donc c'est sûr que. Après, ils n'ont pas l'excuse parce qu'ils le connaissent, ils sont à domicile. Ah, ils sont à domicile, donc, normalement ils sont censés avoir. Oui, hein. C'est vrai que moi j'ai déjà vécu une scène très drôle en cadet parce que je jouais avec des ingénieurs. Un mec qui a aplati sur la ligne des 5 mètres. 5 mètres avant l'embut. Je pensais qu'il était arrivé, groupé pénétrant. Ça devait être la 3e fois de l'année où on pouvait aller marquer sur un groupé pénétrant et il a plongé 5 mètres avant l'embut. Bon, là, c'est terrible, quoi. T'as envie de l'embêter. 5 mètres, c'est beaucoup. 5 mètres, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Bon, c'est une très très belle anecdote en tout cas. Vous avez gagné ce match? Je pense pas. Pas ça s'est joué à 3 points, on sait pas pourquoi. On sait pas où on les a perdus. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour le premier match de cette soirée. Seattle Anthem. Donc on va passer sur le deuxième rendez-vous, un des rendez-vous qui était très très important. Mais il y a eu des matchs qui étaient un peu plus sympas à voir. Donc on va continuer avec Nola Chicago, un match ultra important. Vraiment très très important parce que Nola n'a pas le choix et doit gagner enfin après 4 défaites de rang. Ils l'ont battu Kantem depuis le début de saison et c'est eux qui dominent dans ce début de match. On va tomber par contre sur une grosse défense de Chicago comme là Xavier Mignot qui, vous le voyez, va se faire refouler en touche. Xavier Mignot encore une fois titulaire, pas de Kellyan Galtier par contre. Mais Chicago commet quand même quelques fautes. Alors Dorian Jones, eh bien, il va passer une première pénalité. Il y a un premier tournant dans ce match, c'est ce plaquage un peu haut de Nate Augspurger sur Xavier Mignot qui va sortir et qui ne reviendra pas sur le terrain. Carton jaune pour mon petit chouchou Nate. Et avec cette supériorité numérique, eh bien, Nola va en profiter. Alors il y a un coup de pied, bon, un brin particulier de Dorian Jones. C'est Wheeler qui va remporter son duel aérien. Et derrière, c'est Roberts qui va terminer de manière assez sympa avec ce beau petit plongeon. Ce n'est pas transformé. Voilà, pour le plaisir des yeux, je vais vous le remettre. Faut être solide hein, là, pour éviter la ligne et sauter. Ben, je pensais aussi, mais vraiment, vraiment très solide. Ça n'est pas transformé, mais Jones va mettre une autre pénalité, 11-0. Mais Chicago va terminer cette première période en inscrivant un essai. Évidemment, The Butcher, Dylan Fawcett, qui vient se sortir de ce ballon porté et, comme à son habitude, vient améliorer son record de
nombre d'essais en MLR. Et puis ensuite, on va trouver Chris Hildenbeck qui va aller défier et éliminer son vis-à-vis pour inscrire un essai en coin. On le connaissait plutôt buteur. Bah là, il est marqueur d'essai. Ça tombe bien parce que vous le voyez, il ne transforme pas les deux premières réalisations de Chicago. Mais alors, par contre, celle-là, elle est magnifique. Du jeu de magnifiques passes, pardon. Karelse qui va aller chercher Augsburger. Va y avoir un plaquage, mais ça va être très bien ressorti par Short qui va trouver son partenaire et ensuite le retour intérieur pour Mac Jones. C'est parfait, c'est aplati en plus dans la zone où il n'y a pas besoin de transformer. Donc ça fait 17-11. Chicago qui passe même un 20-0 à cette équipe de Nola grâce une nouvelle fois à Christopher Hilsenbeck à la 63e. Puis il y a la réaction de Nola. On est dans le dernier quart d'heure avec une grosse poussée, un gros ballon porté de la part du Gold. On sait que le jeu d'avant, c'est quand même un petit peu l'une des spécialités de cette équipe, qui a notamment une très grosse mêlée. Alors ça s'arrête parce que Chicago défend bien. Ça va finir par ressortir. Et c'est Callum Butchart, regardez ce beau blond qui va sortir et se jeter dans l'embut. Et c'est le match est relancé. Mais en fait, Otiemo, ce qu'on va voir, eh bien, c'est qu'il perd le contrôle. C'est pas très très flagrant, mais ouvrez vos chakras et vous verrez que si. Il perd le contrôle du ballon avant d'aplatir. Donc, essai logiquement refusé pour en avant de Callum Butchart. Et finalement, ils vont s'en sortir, Chicago. Même si, je vous l'ai pas mis, King va inscrire un essai en toute fin de match qui va permettre d'aller chercher le point de bonus défensif. Mais ça fait 18-20 score final. Et du coup, le succès de Chicago qui enchaîne, encore une fois, on parle du leader de la conférence Est, et qui donc bat Nola, qui en est désormais à 5 défaites de suite. On en parle chaque semaine, mon Pamiche, on en a parlé il y a 2 semaines, j'en ai parlé également avec Adri la semaine dernière, salut à toi Maclims, mais Nola ça s'arrange pas, et en face on a l'impression d'avoir une équipe qui est sûre de ses forces, qui même quand elle est pas bonne, ou en tout cas quand elle est gênée, comme contre le Glory la semaine dernière, ou là comme à Nola, bah, elle s'en sort toujours. Ouais, mais en plus, tu l'as dit en préambule, hein, c'était un gros test pour Nola parce que bah, tu avais l'occasion de te relancer un petit peu. Le truc, c'est qu'ils font un super match pendant 38 minutes. Vraiment, ils doivent marquer 3 essais. Ils dominent largement. Ils se créent des occasions. Chicago, ils sont dans les cordes. Ils font des fautes. Ils sont à 14. Mais ils font un nombre incalculable de conneries. Ils font des en avant dans tous les sens, des ballons sur la tête à 3 mètres de l'embut. Et ça, c'est symptomatique d'une équipe qui n'est pas en confiance. Là où ça devrait être simple, bah, tout est dur. C'est-à-dire que la moindre passe est difficile. Puis en face, c'est tout l'inverse. C'est Chicago, c'est l'équipe qui lâche rien, c'est des chiens fous, ils te cassent les pieds tout le temps. Et ils ont une demi-occasion à la 39e et ils vont faire un groupe pénétrant et ils reviennent dans le match. Alors qu'il y avait 11-0, il aurait pu avoir 20-0 à la pause sans que ça choque personne. Et là, ils reviennent à 6 points et ça part en cacahuète. Et puis c'est cruel parce qu'en fait, je trouve que la différence entre les deux équipes, elle est illustrée juste par un duel. C'est Dorian Jones versus Hilsenbeck, parce que c'est trop criant en fait. C'est-à-dire que sur l'essai de Chicago que tu as montré, l'ancien Columérin, il met tchic-tchac pommelle, l'autre en face, il reste planté, il essaye de redémarrer, il prend 3 mètres et il va marquer en coin. Sur l'essai de Jones, l'autre essai, je ne sais pas s'il y a l'occasion, tu pourras le remontrer, mais Je remets ça, celui bien sur le sûr. retour intérieur, regarde le comportement de Dorian Jones. Bah pour moi, tu vois, tu es à la place du staff de Nola, tu vois ça, bah tu le mets un peu au frigo, tu vois. Je sais pas si tu vas voir l'image. Le retour, regarde ça. Donc il passe par le sol et le retour intérieur, regarde l'attitude de Dorian Jones qui couvre en second rideau. Il est surpris du retour intérieur, il a 3 mètres de retard, il se dit ah merde, putain, j'ai oublié de couvrir. Et là, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Ah, puis qui coûte D'autant qu'à cher, ce hein, moment-là, elle coûte 7 points. exactement. D'autant qu'à ce moment-là, ça te coûte le match. Donc voilà, c'est dur pour une équipe qui galère, mais quand tu prends le résultat, il est pas bon, mais quand tu prends le contenu, Nola, ils font 240 mètres de plus ballon en main. Ils font 2 terrains et demi de plus que Chicago avec le ballon. Et bon, l'essai refusé, celui de la 68e, c'est ça qui te flingue définitivement. Pour moi, il siffle pas en avant, il siffle le fait que quand il ramasse le ballon, il y a un joueur derrière lui qui le touche, et donc c'est plus le dernier joueur du ruck et il peut pas partir en pick and go. Ah, ok. Si son copain derrière lui touche pas le short, parce que
je sais pas ce qu'il fait, l'autre derrière, il le plaque à moitié, je sais pas ce qu'il branle, et donc comme il le touche, bah, c'est lui le dernier du ruck, et donc l'autre peut pas partir en pick and go pour aller marquer. Ouais, je vais Donc, le remettre comme ça. c'est une raison de teubé. Normalement, il essaie 1000 fois. Là, ça se goupille mal. Regarde, si tu regardes bien, tu vois, il le tient à hauteur des hanches. Ouais, Et il lui donc, touche le cul. considère qu'il est lié. Et donc, c'est le dernier participant au rock, c'est son pote. Donc, bah, et c'est refusé. C'est ça que je comprends dans l'explication, en fait. Tu as bien fait, d'expliquer les choses. C'est important. C'est pour ça aussi que tu es là, hein. C'est pour expliquer les choses. Moi, je comprends rien au Bien rugby. sûr, expertise. Et juste pour finir, Nola, il passe à 1-5. Ouais. Et ils ont une cartouche de plus en moins parce que c'est un match à domicile et que normalement, à la maison, Nola, ils sont costauds. Et derrière, le calendrier, c'est un déplacement à Anthem. Donc franchement, Ça, c'est le match à pas ils peuvent perdre. perdre. Ils peuvent perdre. Il y a la réception de Old Glory qui sera pour moi le match le plus important de la saison de Nola. Parce que tu as une pression de dingue et que si tu perds à la piole contre Old Glory, c'est fini. Ta saison, elle est terminée. Et après, tu as déplacement à Houston et réception de Seattle. Donc tu as deux gros rendez-vous sur le papier où le déplacement à Houston, honnêtement, moi, j'envoie les coiffeurs. Je sais que je gagne pas, Il donc sert j'envoie à les rien. coiffeurs. Oui. Et tu mises réception de Old Glory et déplacement à Seattle pour sauver ce qui peut être sauvé. Et vu l'état de forme, je ne veux pas dire que Nola peut faire un 9, mais je ne serais pas totalement surpris si Nola s'en sort pas sur le prochain bloc. C'est vrai que ça commence à être un peu flippant. On rappelle que Miami ne jouait pas. Et Ouais. Miami avait un point d'avance sur Nola avant cette journée avec ce match de plus. Et bah, ce matin, à la sortie de ce week-end, eh bien, les deux équipes sont à égalité. Donc Nola n'a pas profité de ce match en retard. Alors, Miami aussi a perdu à domicile contre Chicago, certes, mais Miami a aussi battu Nola dans leur confrontation. Donc voilà, ça va être très important. Et tu l'as dit, le déplacement en thème, déplacement à Houston, va y avoir aussi, il y aura San Diego également. Ça va être, va y avoir des matchs à venir vraiment, vraiment pas faciles pour Nola, qui retournera dans 2 mois tout pile, tiens, si tu veux la date, le 1er juin à Chicago. Voilà. Je crois que c'est le dernier match de la saison régulière, si je dis pas de conneries. Donc si tu dois, J'espère pour eux que, c'est ça. parce qu'aller gagner à Chicago, c'est dur. Hein. Donc j'espère pour eux que ce sera fait dans un sens ou dans l'autre. Qui ne jouent pas la qualif et les espoirs de se qualifier à Chicago parce que ça risque d'être complicado. Ça peut être très très compliqué en effet. Nola donc 5 défaites de rang. Ils ont gagné lors de la première journée. Premier week-end, ils ont gagné. Ils ont gagné contre Anthem à domicile. Et depuis, c'est 5 défaites. Avec plein de points de bonus. Il y a eu double bonus contre New England. Il y a un bonus défensif là. Mais voilà, ça ne gagne pas. Et pour l'instant, cette équipe de Nola, eh ben, elle est en grande difficulté. Et pour l'instant... Dans les résultats, Oui, oui, elle est dans en les difficulté résultats, dans les bien sûr. résultats, parce que dans le contenu, j'ai trouvé que ce match-là, il était nettement mieux qu'il y a 2 semaines, tu vois. J'ai vraiment, à la mi-temps, tu te dis, mais comment ça, enfin, ils doivent être devant de 20 points. Ils les traversent de partout, ils mettent du volume. Et bon, après, le truc qui est un peu inquiétant, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup, sauf si je dis une connerie, ils n'ont pas beaucoup d'absents. Et donc, Kélian Galtier, mais après, il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y a pas beaucoup de... tu vois, il me semble pas que, peut-être que je suis passé à côté de quelques noms, mais il me semble pas que, il manquait May, qui n'était pas sur la feuille, mais il leur manque pas la moitié des trois quarts, quoi, tu vois. Ils affichent les équipes la meilleure possible. On est d'accord. On est d'accord. Et tu disais Dorian Jones, je le mets au frigo. On rappelle qu'ils ont Rhys Botta hein, en ouvreur aussi, qui Ouais. est un très bon joueur, qui connaît bien évidemment la MLR. Il était déjà là l'an dernier. Donc pourquoi pas revoir un petit peu plus Rhys Botta qui est plutôt en finisseur actuellement. Nola donc Ouais, qui est c'est pour à moi. qui était à 1-5. On va repasser de l'autre côté, on va repasser à l'ouest pour aller voir. Ça, c'est l'un des gros chocs du week-end. C'est même, à mon sens, au niveau du classement, bah, c'était le plus gros choc. Houston, San Diego, un match hyper intéressant qui, dans un premier temps, va être à l'avantage de Houston. Voilà, dans ce magnifique Sabercat Stadium dont je parlais tout à l'heure. Qui vont commencer plutôt bien avec David Kutzer qui court pas assez vite mais ça donne le ton de ce match. Ils vont marquer les 3 premiers points. Ils vont pas mettre par contre le premier essai les joueurs de Houston parce que regardez sur cette pénalité Shiloh Klein il va aller prendre le ballon, regardez numéro 2, hop il la joue au pied,
on n'est pas vraiment concentré du côté des chats-sabres et ça fait un premier essai pour San Diego. Mais Houston va quand même assez vite réagir et ça va être assez solide. Davy Kutzer, on en parlait, qui profite d'un ballon derrière lui pour aller éliminer ses adversaires et trouver André Warner à l'intérieur pour un essai entre les poteaux d'une demi de mêlée. Je vous remets, ça c'est quand même incroyable, hein. Le ballon il part dans ton dos et ça permet de trouver un trou. Ça c'est Voilà. incroyable. Très belle défense glissée du troisième ligne de San Diego qui est passé comme un avion à 1 mètre à côté, quoi. Bon, il est bien aidé quand même. André Warner qui fait encore des siennes, qui trouve Sam Twifwa qui est tout le temps dans l'avancée, vous le voyez. Sam Twifwa, c'est assez impressionnant, hein. Je vais vous remettre ça. Voilà, Warner qui trouve déjà un premier intervalle. Sam Twifwa, il marchait déjà sur tout le monde à Dallas, là il continue à Houston. Bon, derrière, c'est un peu fouillis, mais qui va chercher ce ballon? Bah, c'est encore Twifwa et qui va trouver Davy Kutzer. Donc le deuxième essai de Houston. Très très bon Twifo, hein, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment. C'est le joueur sur lequel j'aurais aimé insister après le résumé. Eh ben, très bien, très bien. Et vous le voyez en deuxième période, eh bien, Houston continue de pousser. Ils ont mis un troisième essai entre temps. C'est un essai de pénalité en puissance, comme d'habitude. Vous l'avez vu, Lincoln McClutchy qui a été contré sur son coup de pied. Ça met la pression sur San Diego. Et bien, du coup, on reste à proximité du camp du Legion. Et à force de pousser, eh bien, Houston va trouver la solution avec son ailier Rufus McLean en bout de ligne pour le quatrième essai. C'est l'essai du bonus offensif. Ça fait 31-7 donc pour cette équipe de Houston. Pardon. Il y a Christian Potvin qui va mettre un essai en toute fin de match. C'est assez anecdotique bien évidemment puisque il n'y a pas de bonus pour San Diego, ni offensif ni défensif. C'est une première. Alors c'est un moment important parce que désormais il n'y a plus d'équipe invaincue. San Diego avait fait 5 sur 5. San Diego avait même fait 25 sur 25. Désormais, eh bien c'est terminé et c'est donc également une défaite à 0 points pour San Diego. On savait qu'ils n'allaient pas tout gagner, bien sûr, mais voilà, c'est une première, ça compte, c'est très important à signaler. Houston est la première équipe à faire tomber San Diego. Et ça nous permet donc d'ouvrir la première grosse question de ce MLR Show. Houston a commencé sa saison par une défaite à domicile face à Chicago. Alors surpris notamment par le pragmatisme de Chicago qui avait beaucoup tapé au pied avec la botte d'Adrian Carelse à l'époque. Et depuis, c'est 4 victoires de rang, c'est 5 victoires de rang, pardon. Et surtout, depuis quelques semaines, on a l'impression que cette équipe, elle est aussi dominante. Alors déjà dominante dans ses matchs, mais la question, est-ce qu'elle est aussi dominante qu'elle ne l'était la saison dernière, Pierre? Je dirais même qu'elle est plus complète. L'année dernière, ils mettaient des branlées à tout le monde parce qu'ils faisaient 400 groupes pénétrants par match. Là, c'est pas du tout le cas, ils mettent du volume. Et déjà pour contextualiser, oui, c'est vrai que les Jets, ils sont passés à la moulinette pépette, ils se sont fait rouler sur la gueule, il y a pas photo, quoi, tu vois? Il y avait vraiment une classe d'écart et encore, l'écart au score reflète pas l'écart sur le terrain parce qu'il y a au moins 5 ou 6 situations, où, Houston doit aller conclure et bon, ça se goupille pas bien, tu vois? Sur des petits jeux au pied ou sur des en avant, Comme je sur crois la qu'il y a un en première, avant. Comment? occasion que j'ai mise Ouais. dans les yeux. Il y en a une aussi juste avant. Il y a un essai, l'essai est aplati, mais il y a un en avant, oui. C'est ça. Juste pour dire, oui, ils se sont fait rouster, les Jeunes, mais devant, ils avaient fait tourner. Il y avait 6 titulaires qui n'étaient pas là, pas leur 9 habituel. Donc c'est pas qu'ils ont fait une grosse impasse, ils ont fait une petite impasse cher payée. Donc la photographie de ce match-là, ce sera pas la réalité des phases finales, tu vois? Il faut tout de suite le dire. Il y aura une bien meilleure équipe de San Diego. En revanche, du côté de Houston, je les trouve plus complets et je trouve qu'ils ont 2 immenses qualités, un paquet d'avant, ça OK, solidité, la conquête, touche mêlée, ça reste comme l'année dernière, très solide. Mais ils ont un truc en plus, déjà c'est Sam Tuifua qui est exceptionnel, enfin vraiment exceptionnel. Typiquement le genre de joueur que moi j'irais chercher si j'étais manager d'un club de Pro D2 ou de top 14. Il a 23 piges, il est solide comme la pierre, il se déplace, il a des mains, il fait 120 plombes. Il a de l'expérience, il a joué l'NPC où il était titulaire. Enfin, tu vois, je sais pas, si, c'est un gars sympa ou s'il a des prétentions salariales de fou, mais quoi qu'il arrive, je pense que j'irais comme ça, voir un peu, le sonder. Typiquement, je pense que dans un club comme Lyon,
Tu vois, il y a des gars qui sont en fin de contrat, ça me choquerait pas de voir Sam Tuifua, tu vois? Et puis, ils ont un autre, registre, un autre, secteur qui est dominant pour l'instant, c'est la charnière. Parce qu'André Warner, c'est un super joueur, vraiment. Et l'association, Warner-Coetzer, ils se connaissent par cœur, ils ont fait 50 matchs ensemble et je sais pas, il y a un truc qui me fait dire qu'ils ont une bonne tête de champion quand même, tu vois? Ils ont un Ah! gros pack, bonne charnière, quelques individualités au-dessus du lot. Ils ont, un public, une identité. Ils L'histoire, elle paraît limpide, en fait. Et si je te parle pas que de ce match-là, mais si tu me dis si est-ce que Houston, est aussi fort que l'année dernière? Moi, je pense qu'ils sont plus forts. OK. Et rappelle-toi l'année dernière, je t'avais dit, il y a un truc qui me dérange dans cette équipe, c'est qu'elle ne c'est un peu comme les équipes de basket qui vivent et qui meurent que par le 3 points. Ils sont rarement champions, tu vois? Enfin, il faut un truc en plus, si ça suffit pas, bah, c'est pareil en rugby. Si tu as que la conquête, que la violence pas proposée, dès que tu as une équipe un peu plus futée devant, au moins si celui que toi est un tout petit peu plus talentueux, tu perds. Et c'était ce qui est arrivé l'année dernière pour Houston. Donc ouais, cette année, je sais pas, je m'enflamme peut-être, mais si je mettais un bifton aujourd'hui, ce serait sur Houston, sans hésiter. C'est très intéressant ce que tu dis parce que alors je voulais poser la question la semaine dernière à Adrien. Je peux la poser ce soir, mais tu as répondu. C'était quelle équipe t'a le plus impressionné, ou vous a le plus impressionné si jamais on avait été plus que deux depuis le début de saison. C'est vrai que Houston, et ça a avancé un peu masqué en plus. Parce que l'année dernière, ils commencent la saison où déjà, dès le début, ils marchent à peu près sur tout le monde. Ils perdent genre à la troisième ou quatrième journée, quelque chose comme ça. Après, ils ne reperdent plus avant dans les dernières journées. Donc ils sont très solides. Mais là, ils perdent au premier match. Et puis derrière, bah, comme tu as San Diego devant qui casse tout, et que d'autre côté, même tu as Chicago qui fait un peu plus parler de lui. Puis tu as les ratés de New England, Seattle qui est pas bien, etc. Il y a la surprise Utah. On faisait peut-être un petit peu moins attention à Houston. Et c'est vrai que voilà, cette victoire Alors, ouais, ils de sont à 5-1 et il y a une structuration hyper cohérente, en fait. Tu sens que c'est il y a des équipes il y a des équipes comme Miami ou comme Chicago, tu sens qu'ils ont des volontés. Miami, c'est l'équipe qui joue, Chicago, c'est l'équipe qui lâche rien, vraiment pénible, physique et tout. Mais d'un match à l'autre, même si l'identité reste la même, ils vont pas avoir le même niveau de performance. C'est des équipes qui restent quand même assez jeunes. Houston, j'ai l'impression que au plus bas, ils sont à 7 sur 10 tout le temps, tu vois? C'est dur de les bouger. Donc je ne sais pas si ça suffira pour être champion. Moi, j'y crois. Je pense que je ne sais pas si c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, mais c'est celle qui, à mes yeux, a le profil type du champion. Voilà. Parce que dans les équipes qui m'ont impressionné, San Diego, franchement, depuis le début de l'année, je ne les pensais pas à ce niveau-là, d'autant que Guito et Nonou sont plus là et c'était les têtes d'affiche. Donc, tu avais l'impression que l'équipe n'avait pas progressé ou même avait perdu des joueurs capitaux. Bah, en fait, ils sont meilleurs que l'année dernière, ils produisent un super rugby. Et puis après, j'aime bien ce que fait Chicago, quoi. Je reconnais que les résultats de Chicago sont impressionnants. Pour autant, je crois que Houston a la plus belle gueule de champion. très bien. Donc Houston, gueule de champion, c'est ton avis actuellement, mais voilà, ça peut changer Bah oui. on reposera de toute façon la question en fin de saison régulière, c'est évident. Là, on est à 6 journées jouées pour toutes les équipes. C'est l'occasion d'un premier bilan parce qu'en gros, on est à peu près au tiers de cette saison régulière. Maintenant, on est lancé et on peut plus invoquer un retard de préparation ou des petites choses qui Ouais, manquent. ou l'homme providentiel, j'y crois pas beaucoup, mais tu vois, genre, bon, ben, on a recruté une pépite fidjienne qui casse tout et en fait, on la dégaine au bout de la J4. Bah, là, on a fait le tour, on a fait le tour des effectifs, on a fait le tour de ce qu'ils voulaient mettre en place et puis tu peux déjà faire un premier bilan de dire que, bah, Seattle, ça va être dur, que Anthem, ils sont pas dans la course à la qualif, que Nola et LA, leur résultat fait que franchement, ils vont se serrer le cul et ils vont prier très fort. Un peu pareil pour Miami. Bon, voilà, tu sens qu'il y a des équipes qui sont un peu en dessous et des équipes qui sont un peu au-dessus. Cette réalité-là, elle sera peut-être bousculée là dans les jours qui viennent. Mais, putain, je l'ai qui déconne. Mais, mais je crois que il y a déjà une première hiérarchie assez claire qui se dessine quand même. Mm. On est d'accord, cette hiérarchie
qui pourra bouger encore une fois. D'ailleurs, tiens, tu parles d'Anthem et tu parles de bilan. Ça me fait penser, il y a 2 semaines, on évoquait les rookies d'Anthem qui jouaient très peu. Et on avait Ouais, parlé notamment de Neil Traynor, qui était drafté, si je ne dis pas de conneries, 2e derrière Eric Storty. Il est premier dans une catégorie statistique de la MLR. C'est le nombre de turnovers concédés. Voilà. ah, c'est terrible. Voilà, donc il joue. Manifestement, il joue pas très bien. Bon, après, c'est Anthem, hein, Ah, évidemment. C'est oui, et particulier. puis après, il a un poste qui est dur, hein, tu vois. Si les turnovers, c'est les lancers ratés, bah, il Ah, est baisé, quoi. Tu je vois. sais pas comment il les compte. Oui, c'est un talonneur, hein, Neil Traynor, donc voilà. Mais bon, Si les lancers loupés et qu'on considère que c'est un turnover parce qu'il n'est pas droit et qu'on repart sur une ballon à l'adversaire, bon, c'est sévère, quoi. ça peut être ça, hein. Je sais pas comment sont comptabilisées les stats, hein, surtout que parfois j'ai l'impression que le truc de stats, il est pas de Ouais, première fraîcheur. tout n'est, ouais, il faut faire un peu attention. Ouais. Par contre, il y en a un, on n'a toujours pas de nouvelles, hein, c'est celui que j'avais annoncé comme le futur crack, El Craquito, Kaipono Kayoshi. Bon, lui, je crois qu'il a zéro faille, hein, donc voilà. Je te laisse vérifier très Monsieur, rapidement parce que je crois pas l'avoir vu non plus. Alors, c'est incroyable, on te perd à ce moment-là. Je pense qu'il y a ça n'a il y a de la pas dû bien censure. se passer. Ah, ça y est, t'es de retour. On t'avait perdu. Ah, pardon. Ouais, je te disais, il a fait 2 journées. Il a fait une journée contre Los Angeles et une contre Seattle et contre J1, J4. Voilà. Bon bah voilà. Bon. C'est une victoire, une défaite. Ouais, mais c'est pas terrible, surtout dans le temps de jeu. Mais bah, après, il faut dire qu'il y a une bon, c'est pas pour La concurrence de New me England, elle est solide, oui. dédouaner, mais il y a une concurrence de ouf en troisième ligne avec les Free Jack. C'est peut-être la meilleure troisième ligne du championnat avec William Conradi qui est, à mes yeux, peut-être le meilleur 8 et Ethan Fryer qui est vraiment très fort. Donc bon. Et évidemment, Geronimo Gomez Vara, mon bébé des Jackals, qui est très fort, quoi. Et la troisième ligne des Jackals, de toute façon, s'est recyclée un peu partout en MLR et c'est pas une surprise. Non, pas trop, non, mais ils sont super forts. Enfin, voilà, juste pour parler des rookies, si vous avez des nouvelles des portées disparues, n'hésitez pas. Et Feu Chaco, hein. Si jamais vous avez des bonnes nouvelles de Feu Chaco, on est preneur, hein, parce qu'on veut déjà une MLR en chiffre pair, hein, parce que c'est bon, hein, Ouais, les trucs à 11, ça va. Sinon après ça devient du football, et c'est plus le même sport. Et c'est pas la même histoire. On va passer au match complètement dingue de ce week-end. Je sais pas si vous l'avez su, peut-être vous l'aviez pas particulièrement coché, mais c'était un match de taré. Los Angeles, DC. DC qui fait un très bon début de saison. LA qui semble enfin se lancer, qui enchaîne les victoires après 3 défaites de rang, mais qui va se faire cueillir. 3e minute, c'est Nick Grigg qui marque. C'est un très bon centre, Nick Grigg, très solide, vous le voyez, qui vient casser des plaquages, marcher sur Bill Mix, ancien de Chicago. Mais Los Angeles qui va quand même réagir assez vite. La réponse de Timpson qui est complètement emmené par ses potes jusqu'à l'embut. DC va rajouter 3 points par l'intermédiaire de son 10 Robertson, mais c'est bien Los Angeles qui domine la suite de ce match. On est à la 17e, 3e essai déjà avec Bill Mix qui va tout droit suite à se lancer. Et même si Old Glory rajoute des points avec la botte de Robertson, encore une fois, là on est sur un renvoi après une pénalité de Robertson. Gros travail pour commencer, vous l'avez reconnu, de Kunatani. Et puis c'est Ben Houston, encore une fois, qui vient marquer. Il avait déjà marqué la semaine dernière. Ben Houston, la petite feinte de passe, magnifique pour aller inscrire cet essai. Mais alors, on va avoir là un petit peu le premier début de tournant de cette partie complètement folle. Jusque là ça va, 19-16, c'est un match emballant, mais voilà. Essai de pénalité, 37e minute. Essai de pénalité pour All Glory. Et carton jaune contre Bertranou. Dans la foulée, carton jaune contre Andruko. LA se retrouve donc à 13, va encaisser un 3e essai. Jack Iscaro, magnifique plongeon. Je vous le remets, juste pour le fun, parce qu'on aime les piliers qui plongent dans le on aime les roues. on aime les roues, évidemment. Mais Los Angeles va récupérer Bertranou et inscrire un nouvel essai. Et puis petit à petit revenir dans ce match avec de nouveau Bertranou, vous le voyez, qui va décaler impeccablement d'ailleurs pour un nouvel essai.
Timson qui met l'essai d'avant. Mais nouveau tournant, 55e minute. Old Glory qui va tranquillement travailler au pré. Connor Buckley qui va sortir ce ballon. Et là, on va aller chercher l'accélération de Hughes sur l'aile. Bertranou le pousse, mais alors vraiment littéralement en touche. On va regarder à la vidéo. Bon, bah, il met jamais les bras. Hein. Enfin, si, il met le bras. Il n'y a pas de plaquage, donc du coup, eh bien, monsieur l'arbitre, il va sortir deuxième jaune pour Bertranou. Donc LA est à 14 pendant 20 minutes. Et essai de pénalité encore. 37-33, mais alors on est à la 58e, hein, vous le voyez. Mais ça va pas calmer Los Angeles. Ça va continuer. Mike Sosenefeagai va aller récupérer ce ballon suite à un gros travail des avants de LA. Et ça va faire un nouvel essai. J'ai perdu le compte. Hein. Là, je sais plus à combien on est. Tout le monde a le bonus offensif de toute façon. C'est n'importe quoi. 38 à 37, 40 à 37 puisque c'est validé. Et là, Old Glory va faire des fautes à son tour. Va se retrouver également à 13. Et ça va leur coûter cher. Long dégagement de Christian Dyer, me semble-t-il. Androuko gagne son duel en vitesse. La grosse erreur de ce bon vieux Perry Humphries, pardon. Et Rizzo qui vient pousser Androuko pour l'empêcher de marquer. Carton jaune. Et c'est de pénalité. 47-44. Alors, Old Glory va réussir à marquer. Je ne vous l'ai pas montré. Il y a l'essai de Martin Vaca. Et puis là, 75e, Rhys McDonald a enfin joué pour Los Angeles. Vient traverser tout le terrain et permettre à Dyer de décaler Taz Smith pour laisser le dernier, le 8e dans cette partie. Oui, je vais vous le remettre. Je vais vous le remettre parce que enfin, Rhys McDonald a joué avec Los Angeles. Et ça, on attendait ça depuis le début de l'année. On était excités. Voilà, c'est lui qui prend le ballon à ce moment-là. Tac, la petite feinte, on rentre la course, on casse un plaquage. Et derrière, il a trouvé le soutien parfait avec Dyer. Et donc jusqu'à Taz Smith qui vient inscrire ce 8e essai. 13 essais au total dans ce match. Une indiscipline de tous les dangers. 6 cartons jaunes, 1 carton rouge. Brillant. Les mecs, la stat qui est folle, deuxième stat qui est folle, c'est que Los Angeles a joué 47 minutes à 15. Donc 33 minutes à 14 ou moins. J'ai mis 33 minutes à 14 ou 15. Non, à 14 ou 13, pardon. Donc 33 minutes en infériorité numérique. Alors pas forcément parce que Old Glory a fini par prendre des cartons. C'était un bordel sans nom. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais Los Angeles s'en sort finalement. Je ne sais pas comment analyser ce match. Est-ce que c'est un match SO-MLR, donc avec des défenses qui font n'importe quoi, avec des momentum qui changent d'un coup à l'autre? Ou est-ce qu'on est sur un match entre deux défenses qui sont mauvaises et de très bonnes attaques? Je sais pas. Bah écoute, je sais pas si je me suis pas posé la question en fait, parce que je me suis régalé. Je trouvais ça chouette. J'étais bien plus choqué par l'arbitrage que par les défenses. Après, il y a aussi un scandale que je vais dénoncer. Billy Mix dans le 15 de la semaine, il est dégueulasse en défense. Il s'est fait traverser de partout, quoi. Je sais pas comment ils ont pu se dire: «Ouais, on va le mettre, c'est cool». Negri, il l'a fumé. Donc bon, ouais, ça c'est pas terrible. Après, il y a un truc moi qui me plaît vachement à LA, c'est le volume qu'ils mettent et c'est grâce à bon Bertranou, il s'est illustré par le rouge, mais Léa Lifano, Bertranou, ils ont une équipe pour jouer au rugby, tu vois? Même Androuko, heu, j'ai Ben je sais Houston, pas, Ben Houston c'est très très bon aussi. un super joueur Ben Houston, franchement très bon joueur de rugby, et tu mets, Kounatani, Ben Houston, ça fait pas rigoler et puis même, leur première ligne, tu vois? Nufai et Sosene Faigai, c'est des bons joueurs, vraiment. Donc je sais pas si c'est Old Glory qui rate un peu et qui donne trop de points, si c'est LA qui commence à tourner correctement. Bon, je sais pas où mettre le curseur entre match, raté des 2 ou réussi des 2. Je sais pas trop. En tout cas, je me suis régalé, hein, un match à 13 essais, c'est chouette et puis, je crois que c'est quand même assez logique que LA gagne à la fin. Donc, on va dire que tout le monde, est content et ceux qui te bons copains, hein. Je pense que tu es de Old Glory, tu es deg parce que tu perds de 10 points et tu en as pris 60 quasiment. Tu prends 54 points, c'est pas normal. Une pensée pour Mais Jules au final, il y Boscherini. a Hein. comment? Une pensée pour Jules Boscherini, hein, qui est pour DC.
On l'a toujours pas vu en émission, mais quand il arrivera, on pourra se foutre de sa gueule. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Ouais, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose quand même. Tu vois, regarde l'année dernière, les Non, je Jackals, rigole. ils C'est très sont très à solide. l'arrache et ils font quelque chose de pas mauvais. Mais là, cette année, je sais pas, d'ici, je les sens. Bon, après, ils sont dans le coup, hein, c'est pas, ils sont pas à la rue, hein, mais il y a un truc qui me fait dire que ça. Tu vois, ils sont à 3-3. Donc, comme New England, mais je les trouve moins consistants que New England. Voilà, bon, c'est assez logique, quoi. Ils ont un très bon joueur qui est Corey Daniel, dont on parle quasiment toutes les semaines. Meilleur plaqueur. Mais autour, il y a un petit peu moins de gens. Bah, l'effectif, il est plutôt solide. Après, Axel Muller fait un très bon début de saison. Dans son rôle de marqueur d'essai, hein, bien évidemment, on lui demande pas grand chose de plus. Perry Humphries a réalisé un triplé contre Chicago, ça n'a pas suffi. Mais c'est en fait là le problème de Old Glory, j'ai l'impression, c'est que les 2 derniers matchs, tu es plutôt dans le coup, mais tu les perds. T'as perdu Mm. à Chicago, alors tu prends double bonus. Tu perds à Los Angeles, tu prends le bonus offensif. Et ça se joue là aussi à pas grand chose. Mais voilà, va peut-être falloir commencer. Il n'y a pas d'inquiétude, je pense. Old Glory sera dans les 4. De toute façon, ça va manifestement se jouer entre Miami et Nola pour la 4e place. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Salut Hello Brunello, salut à toi. Je pense qu'Old Glory, par contre, il va falloir se poser des questions sur les gros matchs en fait. Est-ce qu'ils sont capables de gagner ce genre de gros matchs? Parce que au final, t'as gagné, t'as gagné contre un New England qui fait un non-match. T'as battu Miami et t'as battu Anthem. Donc, Oui, ton tableau de chasse, il est pas incroyable quand t'es à 3-3, quoi. non. Et dans ce match-là, d'ailleurs, il manquait juste parce qu'en fait, je me posais la question, est-ce qu'il y avait des absents? Est-ce qu'il y avait... Et en fait, il leur manque quand même un joueur qui est important pour eux, qui était sur le banc, mais qui est titulaire habituel, qui est Tan McVeit, qui est le demi de mêlée, probablement le futur demi de mêlée de l'équipe des États-Unis. Et peut-être que c'est un match où il aurait mérité d'avoir un peu plus de temps de jeu, quoi. Voilà. Il faut voir. Après, Connor Buckley, je le trouve plutôt bon dans la gestion de l'équipe. Je trouve dans Non, mais c'est la un gestion du bon jeu. joueur, hein. Mais C'est juste que bah, je sais pas si c'est suffisant en fait. non, c'est peut-être pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant. Après, Connor Buckley, je pense Ah, qu'il y a aussi le prisme de sa demi de conf l'année dernière où il met un triplé contre New England et porte oui, quasiment à lui tout seul l'équipe de Chicago d'Old Glory dans ce match complètement fou où ils sont en deux doigts de taper les Free Jacks. Euh, Brunello qui nous dit j'arrive au moment, je désespère avec Old Glory, c'est frustrant. Ben, c'est très bien d'avoir des superbes supporters d'Old Glory. On veut tout savoir. Est-ce que déjà tu as maté le match? Est-ce que tu as pu mater le match? Je rappelle que tous les matchs sont disponibles sur The Rugby Network en direct. Alors bon, évidemment, il faut se coucher un petit peu tard. Surtout le match à Los Angeles d'ici. Non, il était à 23h samedi soir, ça va. Pour ceux qui, comme moi, ne commentaient pas du 7 à 3h du mat, c'était faisable, quoi. C'était un petit peu faisable. Et voilà, c'est bien d'avoir les supporters. N'hésitez pas à nous dire hein, évidemment dans le chat. Merci à toi, Matnock, d'être hyper actif à chaque fois, toutes les semaines, avec tes vannes. Hein, parce que je l'ai vu passer, hein, l'arbitre Irlande-France, ça passe. Match Sunday League, ça on aime aussi beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas la Sunday League, c'est la ligue du dimanche, hein, comme son nom l'indique, en football anglais. Je peux vous dire que si vous allez faire un tour sur Insta là-dessus, il y a des trucs sympas à voir. Maintenant que tu nous dis d'ailleurs, t'as battu les nuls, c'est déjà ça. Oui, bah t'as battu les moins bons, mais à un moment pour être champion, faut gagner les gros. Donc c'est ça le problème. C'est sur le long terme. Parce que la qualification pour les playoffs, pour moi, elle est déjà assurée. Elle est en très très bonne voie pour DC. Le problème, c'est quand tu vas arriver en conf, en playoff. Déjà, il y a peu de chances que tu aies l'avantage du terrain. Je pense que là, New England est parti pour passer devant. Et puis surtout, ça va être compliqué. La défense ressemble à une passoire, nous dit Brunello. C'est vrai que ah ben, quand on prend 60, oui, la défense c'est un problème, c'est sûr. tu brilles pas Mais par ça, ouais. après, Old Glory, ils ont pas non plus fait que des matchs de merde. Ouais, je trouve que faut pas être trop sévère avec eux non plus. Là, ils perdent un match où eux-mêmes mettent 50 points quasiment. Donc bon, ça arrivera pas beaucoup hein, dans la vie. Non, non, c'est sûr. Après, Et quand tu perds à Chicago, tu perds de 4 points. Euh, bon, je sais pas, tu te fais peur contre Anthem, mais finalement un peu comme tout le monde. Tu prends le vrai problème, c'est San Diego, mais
tombes sur une équipe qui joue vraiment bien. Je les trouve pas à la rue, quoi. Je dis pas qu'ils vont être champions ni rien, mais je les trouve pas nuls. Je les trouve moins inquiétants que Seattle, je les trouve moins inquiétants que Nola, que Anthem, que même que LA quelque part alors qu'ils viennent de les battre, tu vois? Donc, je sais pas, tu préfères être aujourd'hui, tu préfères être, Old Glory ou tu préfères être, LA? Franchement, il y a débat, hein. Ça dépend. Si je suis taureau, je préfère être taureau ailé, mais Quel beau. c'est immonde comme blague. Je l'ai plus assumé à partir du moment où je l'ai dit. Bastien, tu continues. Ah, attends, parce que du coup, c'est Bastien Brunello qu'on a dans le chat, joueur de Mount Sainte Marie. Il nous a. D'ailleurs, je répète, je suis obligé de le répéter à tout le monde. Bastien, tu m'as dit finale de conf, hein. Finale du championnat, vainqueur de la conf Est. Tu nous rajoutes, leur coach est venu aider la défense à Mount, un peu ironique. Ah, bon. Après, au niveau universitaire, ça peut peut-être suffire. Je sais pas. On verra. On espère évidemment toujours avoir la possibilité de commenter un de tes matchs, Bastien. Surtout qu'en plus, la saison est plutôt solide du côté de Mount Sainte Marie. La question de Matnox, c'est est-ce que les joueurs ne se donnent pas à fond en saison régulière en sachant que la qualif est déjà presque acquise en début de saison? Non, je pense pas parce que y a rien de fait. Là, tu as 6 points d'avance sur Nola et sur Miami. C'est évidemment pas terminé. On n'oublie pas en plus que ta saison, elle peut être totalement différente s'il n'y a pas cette dernière action lunaire contre Miami. Parce que cette victoire à Miami avec le bonus, si Miami fait pas n'importe quoi sur les dernières secondes, bah, aujourd'hui tu es à 2-4. T'es pas du tout dans la même situation. Après, on va pas refaire l'histoire, hein, je sais bien. Mais En fait, sur une saison, tu sais très bien que tu as autant de chances je pense que, à de rares exceptions, tu es autant victime que bénéficiaire des braquages, quoi, tu vois? Là, ils doivent pas gagner, ils gagnent, ben, OK, c'est vrai et puis peut-être que là, contre LA, dans un match normal, heu, où ils réussissent, un peu plus de 80 de leur plaquage comme ça a été le cas, même en 80 ils montent à 88 et ils gagnent, tu vois? Donc, à Chicago, je ils sais méritent de pas. gagner, hein, je pense. Je reste persuadé qu'à Chicago, ils méritent de Ouais, ça doit l'emporter. pas perdre Donc, à rien, quoi. c'est une équipe de Glory qu'il faut quand même malgré tout prendre au sérieux. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Et sur LA, tu me disais que tu n'arrives pas à savoir s'ils sont enfin lancés ou qu'est-ce qui te rend mitigé? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque là. Bah, je sais pas si c'est conjoncturel ou si c'est vraiment structurel. J'arrive pas à savoir si, je les trouve mieux dans le jeu, mais les tests qui passent, ils sont aussi la marche est un petit peu moins haute, tu vois? C'est-à-dire qu'ils battent, Old Glory, d'accord et il faut le faire et c'est super. Mais au final, tu as battu Nola, tu as battu Seattle et tu as bat et tu battu, heu, Old Glory. Tu vois? Tu accroché aucun gros et les rares tests que tu as eu à passer, tu as perdu à chaque fois. Mm. C'est vrai que vu comme ça, après, c'est avec la confiance, peut-être que Ce qui pourrait être, à coup sûr un bon révélateur, c'est d'aller accrocher, une équipe qui est pas dans les 3 derniers quoi, tu vois? C'est-à-dire que battre Chicago ou San Diego, Houston ou Utah, ça aurait beaucoup plus de valeur et là je me dirais: «Ah ouais, OK, c'est bon, ils sont lancés». D'autant que LA a pas de chance parce qu'ils sont dans la conférence Ouest qui est ultra dense et qui est bien cette année bien plus dure que du côté, qu'à l'Est, quoi. pour Los Angeles, tiens, on va regarder très rapidement le prochain match. Ça va être un déplacement à Houston. Donc, est-ce que ce sera pas du coup une espèce de test À Houston? à Houston, ouais. Oui, forcément, de toute façon, je pense que toutes les équipes qui vont jouer Houston, ils vont il y a 2 solutions, il y a 2 manières d'aborder le truc. Soit tu le coches et tu te dis: «OK, c'est le match de l'année, on va voir si on a les couilles et si on est capable d'être champion» et à ce moment-là, ton déplacement à Houston, tu y vas en mission commando, tu dors, enfin voilà, tu te barbouilles la gueule, tu fais des trucs de cinglé, tu bouffes de la chair crue et tu essaies de renverser le monstre, Sabercats et si c'est pas l'état d'esprit, et je pense que ça le fera pas
de la plupart des équipes parce que c'est trop dur d'aller gagner. Et ben t'envoies les coiffeurs et t'essayes de pas prendre une rouste. Mais aujourd'hui, je crois que il y a pas beaucoup d'équipes qui vont aller à San Diego et à Houston avec l'ambition d'y gagner. J'y crois pas en fait. J'y crois plus. Tu vois, on voit le phénomène dans tous les championnats. Tu vois, moi qui couvre le FCG, qui couvre Grenoble pour Sud Radio, j'ai commenté que des purges cette année, même si j'adore aller à Grenoble, le terrain est incroyable et tout. Mais je commande que des purges parce qu'ils sont tellement au-dessus en Pro D2 que Agen, Colomiers, Béziers, ils envoient des gamins et ils prennent 60 points et ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est vrai que c'est possible que Houston et San Diego soient un peu tranquilles à domicile pour assurer les 2 premières places de cette conf. On rappelle qu'il y aura un match retour évidemment entre San Diego et Houston. Maintenant, qui nous dit LA se qualifie pas en playoff. Ouais, je pense pas non plus. Pourtant, j'ai un amour pour Christian Lealifano, c'est énorme et j'aurais adoré qu'il s'en sorte bien avec LA. On va voir. On va voir dans les prochaines semaines, bien évidemment, mais 3 victoires de rang quand même. Tu restes devant Seattle qui s'est imposé aussi, mais t'as mis autant de points qu'eux alors que toi tu jouais pas Anthem. Donc on va évidemment voir ça très vite dès la semaine prochaine. Du côté de Houston, on l'a vu, on verra de toute façon le programme de ce week-end très rapidement. On va passer au dernier match. Il y a beaucoup de choses à dire. Le match entre Utah, désolé, et New England, c'était un match qui était un petit peu important. Utah, il y avait l'affrontement entre Houston et San Diego, donc une possibilité de revenir, en l'occurrence sur San Diego et qui est leader, et ça commence très bien d'ailleurs. Liam Coltman, toujours aussi précieux, qui vient marquer après ce très bon ballon porté. On joue depuis 6 minutes. Il y a Gomez Vara, ton chouchou, qui répond pour New England, puis Seyouli encore une fois sur un ballon porté permet à Utah de mener 12-5, et puis 21ème on va aller au large avec ce ballon bien sorti par Going, la sautée Dodson, et là vous le voyez pas très bien mais petit contrôle du pied de ce bon vieux Jordan Traynor. Je vous l'ai remis au ralenti, hop, contrôle du pied, on fait la passe directement à Nick Ben, et puis derrière c'était pas fait encore, hein. Mais hop, le petit saut au-dessus de ce bon vieux Webster. Donc ça reste incroyable quoi. Très bel essai. Ça défend très bien en plus également du côté de Utah. Vous voyez juste avant la mi-temps, encore ce bon vieux Webster mis en touche par Jordan Traynor. On se dit bien que tout va très bien pour Utah, d'autant que juste avant la mi-temps, il y a Kyle Brown qui vient marquer juste au pied des poteaux, 26-5 donc, et vous le voyez à la mi-temps, et bien Utah mène avec 4 essais, donc quel bonus offensif déjà dans la poche. New England va réagir, va marquer dès le retour des vestiaires quasiment. Nordli Kelemeti qui emmène ce ballon dans l'embut après l'avoir sorti, et je vais mettre pause. C'est le moment où Utah a coulé, voilà, tout simplement. 56e minute, 26-12 pour Utah, il y a toujours le bonus offensif, mais New England est clairement revenu dans le match. Mêlée au milieu du terrain pour New England, les Free Jacks perdent le ballon. Hodgson va aller chercher Joe Mano qui va aller chercher Kyle Brown. La passe est dégueulasse, Kyle Brown fait n'importe quoi, et puis derrière ça se passe de commentaires, hein, parce que ça jongle avec le ballon, et ça finit par un essai de Webster. Je pense qu'on a l'essai gag de la semaine. On a donc la passe de mer de Joe Mano, on a Kyle Brown qui fait n'importe quoi, le Roumalan qui tape dans le ballon sans faire exprès, Traynor qui vient réussir à le remettre vers Nick Ben qui fait de la merde à son tour, et c'est Webster qui finit par marquer. Voilà, je pense que c'est le plus dégueulasse de l'année, hein. C'est clairement l'essai le plus immonde de l'année. Il est incroyable cet essai. Voilà. C'était l'essai de la semaine, très clairement. Donc 26-19 avec tout ça. Et l'équipe des Free Jacks qui est bien lancée. Oscar Lennon qui va marquer, suite encore une fois le Roumalan qui vient faire la différence. 26-26. Derrière c'est très serré, vous le voyez, on arrive à la 76e. Utah continue malgré tout, réagit à des occasions comme celle-là, parce que ils vont avoir énormément de regrets. Cette passe d'Oxon et le petit offload, malheureusement ce ballon il est raté. Dans la foulée, Paul Lassiquet prend un carton jaune, donc Utah est en plus à 14, mais pourtant regardez, il reste 15 secondes, Utah est pas très loin des 22 mètres de New England, et puis ballon perdu, immense course de Johnston, le contre, il trouve le soutien
de Casey qui est lancé. Le crochet sur Mano qui va pas du tout défendre, faudrait pas déconner. Il arrive à faire jouer après lui avec Lennon. Je vous passe les quelques temps de jeu qui suivent. Et finalement, c'est Andrew Quatrine, 80e et 30 secondes, qui vient inscrire l'essai de la victoire des Free Jacks au bout de cette partie totalement incroyable. Il y avait 26-5 à la mi-temps. Utah s'incline 33-26, donc sauve un double bonus. Enfin, le bonus offensif de toute façon était assuré. Un match totalement fou. Donc, Utah en mode stade français. Pour ceux qui ont suivi le week-end dernier de top 14, le stade français a fait exactement la même à Montpellier. Et puis bah, je sais pas quoi dire sur cette deuxième période, sur ce deuxième essai, ce troisième essai pardon de New England. C'est complètement fou. Bon, le petit truc en plus, c'est évidemment totalement validé, Loïc, bien sûr. Je l'ai vu passer, mais je suis resté concentré sur mon résumé. Le plaisir du ballon ovale, nous dit Bastien. Oui, c'est vrai. Et par contre, je suis d'accord, Matt Knock, le best-of des fails de la saison va être incroyable. Je pense qu'on peut faire un top 10 déjà. Et on est à la 7ème semaine. Bon, comment, c'est quoi? C'est New England qui a été bon? C'est Utah qui s'est sabordé? J'ai l'impression que c'est plutôt le deuxième quand même. Ouais. Bah, il y a un peu des deux, tu vois. Il y a la domination de Utah sur 40 minutes qui est le reflet de ce qu'ils font depuis le début de la saison avec un très gros pack. En gros, tu as 4 essais, 4 fois, c'est suite à des ballons portés. Tu as Liam Coltman sur un maul. Tu as Kiseuli sur un pick and go qui suit un maul. Tu as Nick Ben, le tueur de franchise, qui va marquer en coin après un maul. Et tu as Kyle Brown sur un service plateau de Spencer Jones après un maul. Donc là, c'est les qualités d'Utah qui s'expriment et c'est difficile à contrer. Nick Ben, c'est marrant parce que je dis le tueur de franchise, le pauvre, il a fait 2 franchises avant. C'est lesquelles? C'est Dallas et Toronto, les Jackals. Voilà, chaque c'est fois qu'il incroyable. Donc les Google, Utah meurent à la fin de l'année. Donc, Utah, il commence à se dire putain, merde, on a peut-être fait une connerie. D'ailleurs, il est international canadien. Il est arrivé d'abord au Toronto et il s'est fixé à l'aile, mais plutôt plus jeune, il jouait centre. J'ai vu des vidéos de lui, je pense qu'il doit être en junior. Il met des timbres dans tous les sens, c'est assez énorme. Et après cette première période, en face, c'est une grosse équipe. New England, c'est pas des pimpins. Donc, ils remettent les choses dans l'ordre avec 2 gars qui sont au-dessus du lot, c'est le Roumalan et William Conradi. C'est drôle quand tu vois tous les Namibiens qui arrivent à s'exprimer, parce qu'on a cité quelques-uns, mais en France, tu as Gerquin Mouton à Grenoble qui est juste très bon, tu as Richard Hardwick qui est très bon. C'est presque à se demander comment ils font pour en prendre 90 à tous les matchs, parce qu'ils ont des vraies individualités. Conradi, sur ce match-là, bah, je le redis, pour moi, c'est un des meilleurs 8 du championnat. Tu as 16 ballons portés, il gagne 50 mètres, il gagne 9 fois la ligne d'avantage. Statistiquement, quand tu as un gars comme ça qui te met dans l'avancée, c'est énorme. Et ce que disent pas les stats, c'est le volume. Il est capable d'aller au soutien très loin. Il fait un retour défensif énorme sur je sais plus qui d'ailleurs. Et puis le Roumalan, c'est 60 mètres gagnés, 6 défenseurs battus, 2 offload. Et tout ça quasiment que entre la 40e et la 70e. Donc il y a ça, il y a évidemment le fait que c'est pas une mauvaise équipe. Et puis après, il y a un fait de match, je veux pas l'enfoncer, mais l'entrée de Paul Lassiquet, elle est terrible. Parce qu'il se trompe sur l'essai qui amène le nul. Il prend un jaune à un moment capital. Et il y a un autre joueur, c'est Zion Going, qui fait un truc, une fin de match où je sais pas pourquoi il est encore sur le terrain, tu vois. Tu es un 9 et le 76e, il est complet. Et sur la contre-attaque, il prend une pommelle. Bon, c'est dur de lui en vouloir parce que il est cramé, quoi. Mais le truc, c'est qu'il prend une pommelle, il peut pas. Il a le gars dans les pognes et il le lâche et au bout, il y a essai. Donc, c'est à la fois des erreurs individuelles qui sont dues à de la fatigue, une mauvaise entrée de Paul Lassiquet, mais ça, c'est comme ça, tu vois, tu n'es pas tout le temps toujours très très bon. Et je pense une petite erreur de coaching de Utah qui a coaché tôt ses avants. Tu vas regarder les minutes où ils sont sortis, mais ils sont sortis assez tôt parce que peut-être qu'ils pensent avoir fait le plus dur. Et derrière, tu te fais punir. Et il y a un joueur dont j'ai pas cité le nom, euh, parce que j'ai oublié de le faire avec Old Glory et j'aimerais y revenir juste après. C'est Kylie Bailey, mais c'est pas ce que je viens d'y penser. Voilà. Très bien. Tu recherches le nom du joueur que tu n'as pas cité, c'est ça?
Non, Kylie Bailey. Ah pardon, C'est le deuxième ligne. j'avais pas entendu. Euh, c'est juste parce que j'ai oublié un truc. Je voulais en parler tout à l'heure et puis ça m'est sorti de la tête. Et en fait, c'est juste une statistique. C'est énorme. Il joue donc numéro 5 pour les Free Jacks. Et il a fait 32 fois le premier ruck. 32 fois, c'était le premier soutien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est monstrueux. C'est colossal. C'est colossal. Et donc, je suis allé m'intéresser à quand même son parcours. Je me suis dit, putain, mais comment un mec qui a cette caisse-là à 35 ans, je crois qu'il a 30, non, il n'a pas 35 ans, il a 33 ans. Comment un mec qui a 33 barreaux et qui a une caisse comme ça, c'est quoi son parcours, c'est quoi sa vie et tout. Et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable. Le mec est passé par Eastern Suburbs, Ohio Aviator, les London Scottish en troisième division anglaise, et il a fait un test aux Saracens. Il a fait un match avec les Saracens. Je me suis dit, putain, mais comment c'est possible que tu fasses un match avec les Saracens? Donc voilà, si vous avez des infos sur ce mec-là, je suis preneur parce qu'il m'a bluffé. Donc c'est un joueur international canadien, hein, confirmé et tout ça. Il a une trentaine de sélections. Mais vraiment, j'ai découvert ce type-là à travers des statistiques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un immense joueur, mais je suis hyper curieux. Si vous avez des infos sur lui, je suis preneur. La question est lancée et j'essaierai de checker pour la semaine prochaine. On va essayer de se renseigner un petit peu sur Kylie Bailey. On va rester sur New England. Je pense que c'est quand même assez Oui, important. New England, oui. le début de saison, il était très laborieux. Certes, tu gagnes en ouverture à Los Angeles, mais derrière, tu as pas mal de mauvais résultats. Alors, ils ont très peu joué à domicile, hein, les Free Jacks. Ils ont fait des non-matchs Ouais. à Chicago, à Old Glory. Là, tu vas gagner à LA, là, tu vas gagner à Utah. Enfin, tu avais gagné en première journée à LA, là, tu vas gagner à Utah. Avec la forme, malgré tout, il y a quand même quelque chose. Tu t'étais arraché pour battre Nola, là aussi, après la sirène, il y a 2 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas enfin le déclic? C'était il y a 2 semaines ou c'était la semaine dernière? Je sais plus. Bon, bah, bref, il restait sur une victoire contre Nola aussi, arraché. Est-ce qu'il y a le déclic enfin ou ça peut retomber rapidement? Non, moi je pense que ça va être un déclic. Parce que cette victoire, elle était hyper importante pour valider une idée, c'est que tu peux péter la gueule à tout le monde, tu peux battre tout le monde. Et ça, c'est hyper important. Parce que Utah était sur une bonne dynamique et parce que cette victoire-là, elle se fait dans la douleur. Tu t'es mené de 28 points, tu vois, c'est pas venir gagner ce match-là, ça va créer quelque chose. Et puis, ils font tout ça sans pot rose. Oui, Donc, c'est je pense que ça va libérer le groupe. Et tu passes à 3-3 dans une conférence en plus où c'est bon, c'est mieux, tu vois. À 3-3, tu es largement dans les clous pour aller chercher une des deux premières places, en fait. Donc, et puis, il suffit de voir le calendrier, pas du tout inquiet pour eux. Ils reçoivent Miami, ils se déplacent à San Diego. Peut-être qu'ils vont y aller en slip, mais peut-être pas. Déplacement à Anthem et réception de LA. En gros, tu peux vraiment faire 4 sur 4. C'est pas impossible. Il y a un monde où ils peuvent faire 4 sur 4. Donc voilà, je suis pas inquiet. J'ai l'impression que ça peut être bien. c'est vrai que il faut encore une fois, il ne faut pas l'oublier, ils ont joué énormément de matchs à l'extérieur depuis le début de saison. Ils n'en ont joué qu'un seul à domicile, c'était la victoire contre Nola. Ils ont joué 6 matchs, ils en ont joué 5 à l'extérieur. Voilà, c'était dealé comme ça. Et d'ailleurs, ils finiront à l'extérieur, puisqu'ils finiront à Nola lors de la dernière journée. Mais là maintenant, ils vont quasiment plus que jouer à domicile. Ils ont plus que 3 matchs à l'extérieur. Il y a Anthem, il y a Nola donc. Et alors moi, j'ai Miami le troisième match à l'extérieur. J'ai San Diego à domicile. Pardon, oui, t'as raison. C'est Ouais, ils reçoivent réception de San Diego. Miami et de Houston. Oui, t'as raison, t'as raison. Donc, Ils reçoivent Miami, ils reçoivent San Diego, ils se déplacent à Anthem et ils reçoivent LA. Donc 4 sur 4, c'est et large. Enfin, je pense même qu'on peut signer, quoi. Ça on risque de peut, faire 4 sur 4. ça peut, et ils arriveraient ensuite en accueillant Houston, et après ils auront l'accueil de Chicago. Et là, il y aura potentiellement la revanche, Et ils peuvent prendre la première place. et ils peuvent aller À la chercher suite de ça. pourquoi pas la première place, exactement. Donc, voilà. Est-ce que cette équipe est Mais je suis lancée? pas inquiet. Dites-nous, en tout cas, Pierre n'est pas inquiet du tout. Pas inquiet. Ça va être assez intéressant à suivre, je pense. Va y avoir pas mal de belles choses à voir du côté de New England. Évidemment, le retour de Potrose
fera aussi énormément de bien. Les résultats de cette 7e semaine. Donc on va récapituler tout ce qu'on a vu pour digérer tout ça. 54-44, donc un match à 108 points, 98 points. J'apprenne à compter. Entre Los Angeles et All Glory, 18-20, le succès de Chicago à Nola. Autre succès extérieur, on vient de le voir, celui de New England à Utah. Court succès mais bonifié de Seattle face à Anthem. Et beau succès bonifié de Houston face à San Diego, 34-14. Du coup, au classement, eh bien, Chicago fait indéniablement encore une fois une bonne opération. Ils en avaient déjà fait une la semaine dernière sans jouer. Là, tout va très bien. 23 points, 17 pour All Glory, 16 pour New England. Je le disais, Miami Nola, c'est très serré. 11 pour les deux. J'ai rajouté une défaite à Miami. J'ai été méchant. C'est 2-4. Ils sont pas en 2-5. Toutes mes excuses. Anthem est toujours à 5. Malheureusement pour eux. Alors, j'ai pas trouvé d'explication de pourquoi Miami est devant Nola. Moi, je me suis dit, ça doit être les points terrain. Mais le fait est que, et c'est pour ça que je vais passer à l'ouest, San Diego et Houston sont à égalité. Houston a un meilleur goal average, mais derrière, après avoir battu San Diego. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui fait foi, puisque c'est même pas l'ordre alphabétique entre l'ouest et l'est. Donc voilà, c'est pas très intéressant ni important actuellement. Mais voilà, j'aime bien quand les choses sont bien faites et bien en ordre, et là elles ne le sont pas. Vogue pousse un coup de gueule qui n'a aucun sens. 25-25 donc pour San Diego, Houston, 21 pour Utah avec donc ces 2 points. 18 pour Los Angeles, 15 pour Seattle. Ça se resserre malgré tout dans cette conférence ouest, puisque désormais il y a que entre guillemets 10 points d'écart entre le leader et le 5e. Ça va être très intéressant à suivre évidemment. Alors il lui manque, on est en train de discuter. Je vois dans le... À quand la première victoire d'Anthem, nous demande Bastien. Alors, on va poser la question et on va aller regarder le calendrier, justement. Voilà. La 8e semaine, Anthem Nola. Avant ça, il y aura eu un All Glory Seattle, Houston Los Angeles, San Diego Chicago et New England Miami. Ce sera Utah qui sera exempt. Bon, déjà, quel match t'as envie de voir le plus, mon Pierrot? J'hésite, mais je pense que San Diego, Chicago. Les deux leaders de conf. Ouais, et puis parce que Chicago à l'extérieur, il lâche jamais rien, et San Diego à la pole, ils mettent des pétés à tout le monde. Et donc j'ai envie de voir qui c'est le plus fort, l'hippopotame ou le rhinocéros. Et, et après, autre match qui, sur le papier, pourrait me séduire, c'est Anthem Nola. Parce que je le souhaite pas pour les Français de Nola, mais Anthem, ils peuvent écrire leur petite histoire à eux pour ce match-là. Je remets le classement actuellement. 11-11-5 entre Miami, Nola et Anthem. Si Anthem gagne, est-ce que ils peuvent espérer se mêler à la lutte? Parce que je remets très rapidement le calendrier. Miami va à New England. Il y a un monde où ils prennent 0 points. Il y a même plein de mondes où ils prennent 0 points. Ouais. Après Miami, franchement, c'est l'équipe que j'aime le mieux puisque les Jackals sont plus là. Et je suis incapable de te dire si c'est une bonne ou une mauvaise équipe, tu vois. Donc, alors c'est l'équipe que je suis le plus. Je suis pas capable de te dire s'ils vont. Ils peuvent le faire, voilà, ils peuvent gagner. C'est comme ça. Ils peuvent battre tout le monde. C'est vrai que Miami peut battre tout le monde, mais peut être battu surtout par eux-mêmes. C'est un par petit tout peu le le monde problème. aussi. C'est ça le paradoxe de foot, cette équipe. Parce que c'est une équipe qui vit et qui meurt par le jeu. Ils envoient un tel volume. Ils combattent pas beaucoup. Donc, si en face, tu tombes dans leur jeu, tu essaies de mettre du volume aussi et tu te dis, bon, un peu roi rugby, bah, tu risques de te faire péter à la fin alors que tu es meilleur. Mais bon, c'est une bonne équipe. Je sais pas. En tout cas, oui, tu as raison. Miami peut repartir avec 0 points des Free Jacks. C'est possible. Très possible. Je pense qu'ils mettront un point. Ce sera peut-être le bonus offensif. Je vais pronostiquer ça comme ça et on fera certainement pas l'écoute la semaine prochaine puisque on aura oublié. Toutes les semaines, je passer pour un con, tu me demandes des pronos, je me trompe toutes les semaines, je vais pas te faire des analyses maintenant. Hein. On Voilà, n'en parle pas. On n'en parle pas dans le MLR Show, mais si vous ne nous suivez pas sur Instagram, tous les week-ends, on a notre groupe du MLR Show. On est 8 et on fait donc nos pronos. On donne le vainqueur ou match nul. Pour l'instant, il n'y en a pas eu sur chaque rencontre. Et pour l'instant, bon, bah écoutez, le chef est en tête. Alors co-leader, mais il est en tête, évidemment. Petite pièce sur Anthem, nous dit Bastien. L'histoire serait folle. On est d'accord que. Puis maintenant, après la défaite d'un point face à Houston, la nouvelle défaite face à Seattle. On a quand même envie de l'avoir gagné, cette équipe d'Anthem. On veut l'avoir gagné. Elle va gagner. Et puis même,
les choses se mettent en place, tu vois. Vraiment, ils sont pas nuls. Non, Ils sont non, non. pas, ils sont pas nuls. L'année dernière, ils étaient nuls. L'année dernière, ils prenaient 50 points à tous les matchs, ils étaient nuls à chier. Mais vraiment, ils sont pas nuls. Et le truc, c'est comme Nola, ils sont au fond de la gamelle, que bah, aujourd'hui, ils savent plus gagner. Quand tu as une équipe qui a très envie de connaître sa première et une équipe qui connaît plus trop le chemin, bah, j'ai un avantage, presque naturel à donner à l'équipe qui cherche, sa première victoire C'est plutôt que ça. celle qui essaye de renouer Là, il y a une avec question, la belle histoire. il y a une question de contexte. Et le contexte actuel à Elle est Nola, dynamique. les dynamiques, elles sont pas les mêmes. Oui, Anthem perd tout le temps, mais ils ont l'habitude, ils s'en foutent, eux. Ils s'en ont rien à faire. Et puis en plus, ils savent Et puis qu'ils ils seront derniers construisent. à la fin de la journée prochaine, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Donc ils ont rien Mais à perdre. n'empêche qu'ils construisent. Ouais, ils construisent quelque chose en thème. Pour ceux les rares qui nous suivent pas toutes les semaines, on le répète régulièrement, mais Anthem, c'est l'antichambre du rugby américain. C'est une sorte de centre de développement amélioré où il y a tous les jeunes prospects américains qui ne sont pas draftés mais qui ont un potentiel, qui se retrouvent là et qui essayent de former une équipe. C'est vrai au départ, en dépit du bon sens, pour faire le 12e alors qu'une équipe déposait le bilan. Mais là, ils ont un vécu collectif plus important que d'autres formations, tu vois. Je pense qu'il y a plus de vécu collectif aujourd'hui à Anthem qu'à Miami, pour prendre l'exemple. Tu vois. À Miami, ça va, ils parlent tous la même langue, puisqu'il y a 63 Argentins. Ouais. Bon, après, ceci dit, à Anthem, ils parlent tous Oui, la même langue non, aussi. il y a aussi des Uruguayens. C'est vrai, pardon. Pardon. Ce bon vieux Ardao. Qui a son frère qui joue avec l'équipe A7 de rugby sur le circuit mondial. Ouais, une belle famille. Mais c'est des bons joueurs. C'est un bon joueur. En tout cas, le Anthem Nola dans le chat, pardon, ça plaît bien. Matt Knock nous dit Seattle. Bon, c'est un supporter de Seattle, hein, donc il veut voir ce All Glory Seattle. Oh, pas du tout. Ouais. Pas du tout envie de voir ça. C'est très très clair. Non, je suis d'accord avec toi. Bah, moi, d'un point de vue perso, le All Glory de Seattle, le New England Miami m'intéresse peu. Le Anthem Nola, évidemment, on a envie de le voir parce que c'est peut-être le jour J. Le Houston Los Angeles m'intéresse parce que j'ai envie de voir si Los Angeles Oui. peut, face au gros, est capable de faire quelque chose. Et puis bon, bah, le San Diego, Chicago. C'est les deux leaders de conf. San Diego pour l'instant à domicile c'est impeccable, mais Chicago à l'extérieur c'est très solide. Chicago a vaincu à l'extérieur, hein, on l'oublie pas. Ouais. Donc voilà, Ouais, et je pense que c'est un match qui peut encore redonner une dimension supplémentaire à cette équipe de Chicago, parce que je pense que si tu vas gagner en Californie, ça aura encore un peu plus de gueule. Il est l'heure de se quitter, je pense. On est déjà sur une émission bien longue, hein. Il s'est passé plein de choses. Bon, Pierrot, merci d'avoir été là. Tu es évidemment le bienvenu à chaque fois. Merci à vous d'avoir été dans le chat, d'avoir beaucoup discuté, notamment sur les derniers matchs. N'oubliez pas que vous êtes là pour poser vos questions, pour nous donner votre avis. Donc il ne faut absolument pas hésiter. On est là pour répondre à vos questions, vous êtes là aussi pour nous dire si on se trompe, parce que ça arrive assez fréquemment, il faut le dire. Et puis voilà, on est là pour découvrir la MLR, bien évidemment, tous ensemble dans la joie, l'allégresse et la galéjade. Merci, à mardi prochain, nous dit Matt Knock. À mardi prochain, bien évidemment. Dès demain, ce sera disponible évidemment en replay sur YouTube. Du petit contenu évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Et puis vous le savez, vous en avez l'habitude. On se quitte avec l'hymne américain. Très belle soirée à tous. Et vive l'Amérique. C'était un plaisir. J'ai fait une intervention dans l'émission. Je vais faire un bisou à son père pour faire bonne nuit. Quel petit con. Bon, bisous mon ami.